Les Kings donc. Le Brox qui nous disait les Kings qui sont partis en 0-4 et là ça fait une semaine et demie qu'ils sont chauds et qu'ils remontent la pente. Tu as tout à fait raison, je te rejoins. C'était compliqué le tout début de saison pour ces Kings-là. On a eu un petit peu peur et on se demandait si ça n'allait pas, on n'allait pas réitérer une saison galère du côté des Kings. Mais ceux qui regardaient les matchs nous alertaient néanmoins. Moi, j'avais pas encore vu. Si j'ai vu un des premiers matchs, une des premières défaites des Kings. Et malgré tout, dans le jeu, les Kings étaient plutôt accrocheurs, plutôt joueurs. Il y avait des choses qui devaient se mettre en place, mais il y avait de l'espoir. Et depuis, ils ont enchaîné. Ils sont sur une série de 4 victoires de suite. Eux qui partaient à 0-4 sont là actuellement à 4 victoires de suite. D'abord, la dernière victoire en date face aux Nets. Une immense victoire, le plus grand total de points marqués cette saison. Et je crois un record contre les Nets. 153 points, 153 à 121 contre les Brooklyn Nets qui sont très mal en points. Certes, néanmoins, il fallait le faire. Une victoire contre les Warriors, 122 à 115. Une bien belle revanche, mais on va y revenir. Une victoire contre les Lakers, 120 à 114. Une victoire contre les Cavs, qui eux étaient sur une grosse série, 127 à 120. Au moment de cette défaite-là, on le rappelle, maintenant depuis les Cavs, c'est un petit peu plus compliqué. Une défaite juste avant ça contre les Warriors, mais une défaite, on peut le dire ô combien, et je ne sais pas si vous serez d'accord dans le chat, mais on peut le dire, je pense. Une défaite un petit peu volée contre les Warriors. Il y avait 3 fautes sur Kevin Huerter et ça a été confirmé dans les post-game par les arbitres. Et la correction de la ligue, maintenant on fait ça, malheureusement. Bref, une bien moche défaite et qui n'était sans doute pas méritée. Avant ça, une victoire contre le Magic 126-123. Une autre défaite contre le X cette fois-ci. Pareil, dans des conditions un petit peu dommageables pour ces Kings, puisqu'il y avait marché sur le 3 points de la gagne de Tyler Hero. On va pas refaire l'histoire, mais voilà, ça fait encore beaucoup. Et derrière, avant ça encore deux autres victoires contre les Hornets et contre les Heat. Pourquoi je vous fais tout un historique aussi long ? Parce que les 2 défaites de leur série sont 2 défaites assez injustes avec 2 erreurs arbitrales. Alors, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Alors, ce sont malheureusement des choses qui arrivent très souvent contre les Kings. Alors, c'est vrai que, bon, je comprends qu'ils en aient marre, les gars des Kings. Mais tout ça pour vous dire surtout que la dynamique est extrêmement positive. Et sans ces 2 coups du sort, on serait peut-être à 9 victoires de suite, ce qui ferait une encore plus grosse streak et encore un plus beau début de saison. Néanmoins, on reste sur 4 victoires de suite. On reste sur de belles performances et ces 2 défaites volées ne vont pas venir gâcher le beau ciel bleu qu'il y a au-dessus de Sacramento en ce moment. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, alors que je vais vous lire rapidement dans le chat. Le Brox me dit « Je suis agréablement surpris de l'adaptation de Kevin Huerter que je trouve super régulier depuis le début. » Et on va en reparler très particulièrement de Kevin Huerter. Vous allez le voir dans la palette vidéo, dans les différentes palettes vidéo. Et Matt, Darius Garanten, qui nous dit « Les premiers matchs étaient déjà encourageants, même dans les défaites. » Et qui est bien sûr d'accord avec le vol arbitral à Golden State. Tu fais bien de le dire, encourageant. Et derrière, notamment, et on va commencer ces vidéos, bien sûr. Alors, pour les vidéos, comme je vais pouvoir vous le décrire, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura des vidéos qui vont tourner en boucle derrière, qui concerneront les points que j'évoquerai à l'oral comme ça, et il y aura 1 ou 2 palettes dans lesquelles je reviendrai beaucoup plus en détail en faisant des pauses, en vous montrant exactement les systèmes, etc. Il y en aura 1 pour les Kings, il y en aura 2-3 pour le Jazz, et sinon ce sera des vidéos qui tourneront en boucle et qui viendront étayer tout ce que je dis. C'est vraiment des extraits que j'ai sélectionnés précisément pour parler de ce que je dis, et par exemple, pour commencer, on parlera bien évidemment de De'Aaron Fox, le meneur de ces Kings-là, qui fait un superbe début de saison à l'instar de son équipe, qui porte aussi son équipe, notamment dans le clutch, mais on va y revenir. Je vais vous parler bien sûr de la saison de De'Aaron Fox, on va y revenir. Je vais vous mettre la vidéo. Il y aura une vidéo qui est segmentée en 4, comme ça vous ne serez pas perdus.
avec, et je reprends mes notes pour être tout à fait précis, d'abord bien évidemment son scoring habituel, son profil de jeu habituel avec beaucoup de drive dans la peinture, et puis des paniers bien sûr à toute vitesse. On va voir que De'Aaron Fox, cette saison, c'est une efficacité à toute épreuve, et notamment dans l'attaque du panier, encore plus qu'habituellement. On va voir ça bien sûr dans le détail. On va voir également aussi dans une deuxième partie de cette vidéo, et vous aurez des transitions pour que vous compreniez bien, son amélioration au shoot à 3 points, et notamment sur le catch and shoot. On va y revenir ça un petit peu plus tard. On verra qu'il a peut-être plus de positions de catch and shoot, et que du coup, son pourcentage à 3 points s'en fait ressentir, et agréablement. Et enfin, on va parler de deux choses primordiales dans ce début de saison de De'Aaron Fox et de ces Kings dans leur entièreté. C'est la réussite qu'il a, notamment sur le mid-range et sur le pull-up du mid-range, qui commence à vraiment maîtriser. Il est en totale maîtrise de son jeu, De'Aaron Fox, à ce niveau-là. Et du coup, ça lui permet, dans le clutch time, de porter son équipe. Et c'est là-dessus que je vais vous faire la transition vers la vidéo que vous allez pouvoir voir, bien sûr, derrière moi. Ça va tourner en boucle. Vous aurez compris, 4 parties sur cette vidéo. Et je vais pouvoir vous faire un petit peu le topo sur De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, une excellente saison, donc un excellent niveau de jeu. 24, presque 25 points de moyenne par match, 24,6 à l'heure actuelle. 5 rebonds, 6,3 assists, 54% au tir, 36% à 3 points, 81% au lancer franc, 59,3% d'effective field goal percentage, le EFG bien sûr. Une très bonne efficacité au global, surtout pour un tel volume. Au scoring, il fait partie des tout meilleurs guards dans l'exercice. Une meilleure efficacité dans la peinture, mais aussi sur le shoot, que ce soit à 3 points, avec notamment du catch and shoot, un petit peu plus de position de catch and shoot, ça on y reviendra après dans l'analyse du jeu, mais aussi sur son pull-up, sur son mid-range. C'est quelque chose qui fait de mieux en mieux, et surtout un très 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 fort pourcentage cette saison. Vous le verrez dans le clip, mais il y a énormément de possessions comme celle-ci où il arrive en fait à se placer dans la peinture, mine de rien, à la ligne des lancers francs, sur le coude, l'elbow, bien sûr, c'est-à-dire le coin de la peinture, les deux coins en haut dans la peinture, et il va réussir à, sur des petits shoots comme ça, se placer, et surtout les rentrer à une efficacité assez exceptionnelle. Et puis globalement, on pourra aller encore plus loin que cet aspect efficacité au shoot. De'Aaron Fox, moi ce qui, je trouve, transpire de ces matchs, c'est sa maîtrise, son calme. Il est extrêmement en contrôle, il ne force rien, il est toujours dans ses bons spots, vous le voyez là à l'écran. Il gère parfaitement le pick and roll pour mettre le défenseur dans son dos, gérer la distance et le hors rythme pour pouvoir se créer de la séparation. Là vous le voyez sur le Jordan Poole avec un petit move, notamment au poste. Et ça se retranscrit notamment, et vous le voyez là à l'écran encore une fois, dans les moments clutch où il est tout simplement intraitable, De'Aaron Fox, puisque c'est un des joueurs qui marque le plus de points dans le clutch. C'est peut-être même le joueur qui marque le plus de points dans le clutch, il est devant tout simplement des très gros noms, Donovan Mitchell notamment, Stephen Curry, Luka Doncic, Desmond Bane, et bien sûr en premier devant tout ce beau monde, De'Aaron Fox, mais surtout avec des pourcentages qui le classent très largement au-dessus du reste, puisque Mitchell sur ces périodes-là est à 42%, Curry à 48%, Doncic à 44% et Desmond Bane à 50%. Fox, dites-moi d'ailleurs dans le chat, combien vous estimez le pourcentage au tir global de De'Aaron Fox dans le moment clutch. Je vous ai donné des petits comparatifs, je vous le répète. Desmond Bane 50%, Luka Doncic 44%, Stephen Curry 48%, Donovan Mitchell 42%, pour des joueurs qui ont un volume de scoring similaire dans ces moments clutch. On le rappelle, vraiment les matchs serrés, les 5 dernières minutes des matchs serrés. Qu'est-ce que vous imaginez dans le chat? Est-ce que vous avez des idées de pourcentage à la louche? Et puis comme ça, je vous fais celui qui est le plus proche. Et on pourra voir un petit peu si vous tombez pas loin. C'est en tout cas plus fort que les autres. Je peux vous le dire comme ça. De'Aaron Fox qui vraiment fait
Une saison, je pense un début de saison, qu'on pourrait peut-être qualifier de All-Star. On va voir bien sûr s'il confirme sur le long terme et tout au long de la saison. En tout cas, c'est vraiment pour l'instant un excellent début de saison pour le meneur des Kings qui emporte derrière lui toute son équipe. Darius Quarantaine, Matt dans le chat qui nous propose 53%, donc un petit peu plus que Desmond Bane qui serait second. 61% nous dit qu'il est, c'est qu'il est qui va remporter la mise, je le dis, puisque Fox dans le clutch tourne à 64% au tir. Rien que ça, ça classe un petit peu le niveau de ce début de saison, avec en plus un volume plus conséquent que les autres joueurs que j'ai pu citer. Voilà pour De'Aaron Fox. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu du joueur dans le chat? Est-ce que, tout comme moi, vous pouvez imaginer qu'il puisse être sélectionné au All-Star Game cette saison? Est-ce que c'est vrai qu'il peut y avoir potentiellement la problématique du nombre de victoires? Est-ce que les Kings réussiront à afficher assez de victoires pour envoyer leur meneur au All-Star Game? Est-ce que c'est déterminant pour vous dans le chat comme critère? Ou est-ce que vous faites finalement personnellement peu de cas de ce critère-ci? Est-ce que vous avez un petit peu un retour sur De'Aaron Fox? Est-ce que vous avez vu jouer un petit peu le meneur? D'ailleurs, Zéanten qui nous dit s'il reste sur ce rythme. Clairement oui. Moi je sais que tu as vu un petit peu l'équipe jouer. Moi vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment Fox. Je trouve surtout que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment qu'il arrive à gérer complètement son tempo. On le voit vraiment parfaitement positionné, parfaitement pouvoir attendre sur le pick and roll notamment, pour pouvoir se décaler, se créer de l'espace tranquillement. Bien sûr, j'ai pas mis dans le clip vidéo, mais il y a toujours son playmaking. Hein. Il a un peu plus de 6 passes par match. Il arrive parfaitement à trouver ses coéquipiers en rythme aussi. C'est quelque chose qui est intéressant avec cette équipe et on va y revenir tout de suite, pratiquement tout de suite avec Kevin Huerter, mais des shooters à 3 points aussi autour de lui qui lui permettent justement de trouver un petit peu plus de ressources à côté de lui et c'est aussi ce qui fait que les Kings peut-être affleurent un petit peu plus haut dans cette saison. Je trouve transformé par rapport à la saison précédente, nous dit Matt dans le chat. En plus, alors c'est vrai qu'il y avait eu la fin de saison qui était intéressante du côté du meneur, et notamment après le trade avec bien sûr Tyrese Haliburton, Domantas Sabonis. Et c'est vrai que finalement son entente avec Domantas Sabonis présumait du bon. Ça continue sur cette dynamique et c'est tant mieux je pense pour l'équipe. Et je pense que du coup on peut espérer effectivement que ça puisse se maintenir toute une saison. Peut-être c'est aussi ça la difficulté chez De'Aaron Fox, c'est de réussir ça, ce genre de stretch tout au long d'une saison. Est-ce qu'on a déjà vu De'Aaron Fox réussir une saison complète à un tel niveau? Peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des creux. Alors peut-être que des fans des Kings, si vous êtes par là, n'hésitez pas à participer dans le chat, me diront le contraire. J'ai pas non plus été le plus grand fan assidu du joueur, donc je pourrais me tromper. J'ai pas suivi toutes ces saisons non plus. Néanmoins, j'ai toujours eu cette impression avec De'Aaron Fox que c'était par stretch, par période de temps, par courte période dans le temps. Et si ça pouvait être très impressionnant, c'est toujours la régularité de toute façon qui est le plus difficile à atteindre. Et c'est tout ce que j'espère que le meneur pourra réussir cette saison. Qui nous dit cette saison, il y a trop de joueurs niveau All-Star, donc je ne pense pas qu'il y sera, surtout en jouant aux Kings. C'est également une difficulté pour cette accession au All-Star Game. On le sait, la concurrence est assez terrible. C'est aussi, par exemple, une des choses qui pourrait gêner chez le Gilgeous-Alexander, ou les deux, qui font un très très bon début de saison, mais il faudra peut-être choisir entre les deux. Et c'est vrai, tu fais très bien de le pointer du doigt. Il y a aussi cet élément à prendre en compte, et ça n'enlèvera rien au niveau de jeu du meneur, du renard, bien sûr. L'autre joueur très important chez ces Kings, c'était évidemment Domantas Sabonis. Domantas Sabonis qui a un rôle de hub offensif en ce début de saison, en tête de raquettes notamment. Il distribue énormément le jeu avec des avantages et des inconvénients. Un Domantas Sabonis qui, notamment offensivement, commençait doucement sa saison, pour ne pas dire difficilement, un peu à la suite de son Euro avec la Lituanie où ça avait été très compliqué pour lui. Et j'en profite pour vous afficher d'abord un article
signé Rémi qui officie chez Kings France. Je vous l'ai envoyé dans le chat et vous pourrez retrouver ça bien évidemment dans la description YouTube au replay. Excusez-moi pour le micro. Domantas Sabonis qui est de mieux en mieux dans son rôle. Il y a eu un temps d'adaptation et il y a eu aussi, et c'est Rémi qui le montre très bien dans son article et je vous invite très fortement à aller le lire, qui montre qu'il y a eu aussi un aspect adaptation de la part du coaching staff et de Mike Brown vis-à-vis de son rôle qui, c'est vrai, au début de la saison, le responsabilisait en tant qu'initiateur, facilitateur, hub offensif en tête de raquette, mais aussi sur les écrans off-ball, et on va y revenir sur les écrans off-ball de cette équipe des Kings, notamment avec Kevin Huerter, mais qui du coup pêchait dans son scoring tout simplement et avait peu de chances de scorer. Finalement, sur ces derniers matchs, Domantas Sabonis a vraiment haussé le ton et aussi a réussi à récupérer plus de ballons. On lui fait plus de passes au poste, plus de passes dans la peinture une fois qu'il est installé. Et là, tout de suite, c'est bien meilleur du côté du Lituanien qui a réussi à augmenter ses tickets shoots, mais aussi son scoring de manière générale et à retrouver un rythme aussi dans l'efficacité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Kings. Néanmoins, et je vous le disais plusieurs fois là d'affilée, bien évidemment, son premier axe dans cette équipe, c'est d'être le hub offensif. C'est un pivot qui est plutôt bon dans son playmaking, qui est très capable à la passe et dans ses lectures de jeu. Et il va souvent se retrouver en tête de raquette pour pouvoir faire du dribble and off avec De'Aaron Fox, mais aussi avec Kevin Huerter et notamment en dehors du ballon. Et je vais vous montrer tout de suite la palette que je vous ai proposée, ou plutôt la vidéo que je vous ai proposée à ce niveau-là, qui montre pas mal de ces situations avec Kevin Huerter, et ça va me permettre de revenir sur le jeu de l'arrière, la nouvelle recrue de Sacramento. Je vous envoie la vidéo qui va tourner en boucle, et qui va vous montrer cette vidéo, encore une fois, pas mal de situations avec Kevin Huerter, à l'opposé du ballon aussi parfois, avec Domantas Sabonis qui va se jouer des écrans de Sabonis pour pouvoir se démarquer, artiller à 3 points, mais aussi dans la peinture. Et on va le voir à travers les extraits, aller même plus loin, Kevin Huerter qui se découvre comme second initiateur finalement dans cette offense des Kings, avec notamment un petit peu de two-man game avec Sabonis. Vous allez le voir tout au long de ces extraits. Kevin Huerter, bien sûr, c'est l'autre sensation du côté des Kings en ce début de saison. L'artilleur à 3 points, la nouvelle recrue en provenance d'Atlanta est sur des niveaux stratosphériques sur le shoot à 3 points. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur shooter à l'heure actuelle au pourcentage à 3 points. Bien évidemment, il est au-delà de 50% sur plus de 7 tentatives. Sur une saison, il n'y a que Stephen Curry qui a réussi à faire ça. Alors certes, peut-être ça ne durera pas toute la saison. Néanmoins, les Kings ont trouvé là un très très bon shooter à 3 points. Ça leur fait énormément de bien, et plus qu'un shooter à 3 points, c'est surtout ça que je voulais montrer avec cette vidéo et dans ce live, c'est un joueur qui va réussir à parfaitement attaquer les close-out. On sait que c'est quelque chose d'important pour les shooters, qui peuvent du coup pouvoir multiplier les décalages, c'est-à-dire qu'avec leur gravité, un close-out un petit peu trop fort et donc pouvoir feinter, poser le dribble, pouvoir attaquer le panier, refaire une passe, peut-être pour un intérieur du coup, qui se retrouverait tout seul, d'un coup, l'offense devient encore plus efficace qu'avec un simple shooter, entre guillemets, de ce calibre-là. Et puis, vous le voyez, il y a encore un petit peu plus que ça chez Kevin Huerter. C'est son potentiel d'initiateur et de joueur de pick and roll, notamment avec Domantas Sabonis. Et vous le verrez, vous le voyez dans les extraits qui vont tourner en boucle de toute façon. Vous aurez le temps de voir un petit peu tout ce que vous voulez, notamment voilà, sur ces passes avec Domantas Sabonis, et un vrai duo. Et j'étais surpris, moi, les derniers matchs, de voir que je m'attendais à pas mal de two-man game entre Fox et Sabonis, bien évidemment, les deux têtes d'affiche. Et je trouve finalement qu'on a presque plus de two-man game entre Huerter et Domantas Sabonis, et peut-être pour le mieux, puisque De'Aaron Fox est tellement bon dans son rôle presque d'isolation et il est tellement fort sur son shoot, sur ses drives, qu'il n'a pas forcément besoin des décalages de Sabonis, et que donc, off-ball, ça permet d'avoir une menace supplémentaire, et je trouve que les Kings et l'offensive rating des Kings s'en fait ressentir. Je pense que c'est clairement ça qui élève le plafond de la franchise, et je peux vous donner quelques petits chiffres intéressants pour appuyer mon point par rapport à Kevin Huerter
et son rôle dans cette offense avec Domantas Sabonis. 21 sur 26 à 3 points sur les passes de Sabonis pour Kevin Huerter. Donc c'est absolument hallucinant, hein. Plus de 80% à 3 points sur ce genre de passe. L'échantillon bien évidemment est faible et on reste sur le début de saison. Néanmoins, ça n'augure que du bon. Et c'est aussi surtout, et je voulais le montrer, j'espère que ça se voit dans ces extraits que j'ai sélectionnés. Je n'ai pas pu voir tous les matchs non plus, mais j'en ai quand même taffé pas mal au niveau des Kings. Et je trouve que en fait, il y a beaucoup de systèmes, etc. Et on va y revenir après dans la palette, mais qui sont très bien travaillés avec Sabonis en screener, off-ball, pour pouvoir bénéficier de Huerter, de sa gravité, de sa gravitation. Après, on le verra encore plus dans la palette, mais aussi de son shoot à 3 points. Et il se retrouve très souvent dans de très bonnes positions, Kevin Huerter. Et donc, même si, bien évidemment, son pourcentage est voué à un petit peu baisser, ça devrait rester de très haut niveau parce qu'il chope de très bonnes positions, parce que l'équipe travaille très bien dans ce sens. Et il y aura même des potentiels d'amélioration avec ce two-man game du côté de Sabonis et une alchimie qui pourrait aller encore plus grandissante, puisque c'est vrai que je parle beaucoup de ce two-man game. Le playmaking de Huerter reste pas du playmaking élite, pas du playmaking de première option, hein. Il faut quand même que je nuance un petit peu tout ce positif. Néanmoins, derrière De'Aaron Fox, derrière Malik Monk, et on va y venir. C'est intéressant de voir qu'il peut y avoir cette option-là, et c'est une option plus que viable en second porteur de balle derrière un joueur aussi bon que De'Aaron Fox dans l'exercice. Je vous le faisais pressentir, et on va y passer à la palette plus en détail. Je vais pouvoir lancer une autre vidéo, celle de l'analyse. C'est lancé. Cette fois, je vais revenir vraiment dans le détail, et puis je reviendrai après avec vous dans le chat, bien sûr, pour en discuter. Je vous parlais de ces positions et de ces démarcations obtenues pour Kevin Huerter, et on va pouvoir les voir ici. Kevin Huerter, c'est une action qu'on va voir énormément du côté des Kings, qui va revenir, et vous allez pouvoir voir dans les prochains matchs, je pense, on va la retrouver. Vous pourrez regarder après cette palette et la retrouver. C'est bien sûr De'Aaron Fox qui est à la main. Kevin Huerter qui va passer dans le dos de Domantas Sabonis. Sabonis qui va poser un premier écran à De'Aaron Fox. On s'attend du coup à du two-man game entre les deux hommes forts de la franchise des Kings. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Kevin Huerter, vous l'avez vu, qui est dans la peinture actuellement et qui va poser un écran sur Anthony Davis afin de pouvoir se démarquer et surtout faire démarquer l'ailier ou l'ailier fort. Alors c'est soit Harrison Barnes, très souvent dans le 5 majeur, soit Keegan Murray en ce moment. Donc on a cet écran ici, on a De'Aaron Fox qui joue l'écran, et là 2 défenseurs qui sont mobilisés bien sûr en tête de raquette. Et puis si les joueurs sont mobilisés par exemple pour éviter le cut vers le panier, et bien tout de suite on voit que Kevin Huerter va pouvoir se démarquer à 3 points, et surtout on voit un Domantas Sabonis qui, au lieu de jouer le rôle classique avec De'Aaron Fox pour le panier tranquille, et ben, va rescreener pour pouvoir donner encore plus d'espace à Kevin Huerter. Donc on a un premier pick and roll qui agit presque finalement comme un leurre pour finalement redonner un autre écran à Huerter qui se retrouve tout seul à 3 points. Ça ne rentre pas cette fois-ci, mais croyez-moi, il en marque des pelletés sur ce système. Pour ma part, en plus, on peut le dire, assez simple, assez basique, mais très efficace. Encore une fois, vous le voyez, premier écran, Domantas Sabonis en tête de raquette, Kevin Huerter qui le prend, qui va cut, on s'attend peut-être à un drive. On rejoue le pick and roll ici avec un nouveau screen de Domantas Sabonis pour Davion Mitchell en tête de raquette pour le meneur. En attendant, encore une fois, on voit ici l'écran off-ball de Kevin Huerter pour Harrison Barnes, ou des fois Keegan Murray, ou d'autres joueurs, d'autres ailiers potentiels du 5. Ensuite, Kevin Huerter qui tout de suite, vous voyez aussi la vitesse d'exécution de la démarcation pour lâcher KD. Et à nouveau, l'écran de Domantas Sabonis qui n'a pas joué le pick and roll, mais qui a joué le second screen pour obtenir ce shoot ouvert. Et en plus, on a le talent de Huerter qui, voyant le très bon close-out de Ben Simmons, va poser son dribble et va pouvoir prendre ce shoot
pratiquement ouvert, en tout cas suffisamment ouvert pour pouvoir sanctionner. Autre système, et cette fois-ci, on va changer un petit peu, puisque là, vous voyez, ce n'est plus Kevin Huerter à 3 points qui marque, mais à l'intérieur, le 4 pour lequel il a fait son écran juste avant. On va revenir sur cette action. Tranquillement, on est dans la seconde unit avec Malik Monk, notamment Davion Mitchell, vous l'avez vu, et ça va me permettre de faire la transition sur le playmaking de Malik Monk, qui va être très intéressant lui aussi à regarder du côté offensif chez ces Kings. Donc, un premier pick and roll qui n'est pas joué par Davion Mitchell. On envoie la balle à Malik Monk, comme je vous le disais. Et là, on a une démarcation de la part de Kevin Huerter. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette démarcation. Voilà, il pense pouvoir... Il leurre Curry dans le fait d'aller poser un écran plutôt de l'autre côté, il se retourne, va très vite de l'autre côté, et on profite de la force de gravité et du shoot à 3 points de Kevin Huerter pour finalement servir l'intérieur qui a slip l'écran et qui se retrouve tout seul. Si vous commencez à aider beaucoup trop sur le shooter, et bien finalement vous êtes puni à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans différents matchs, et toujours dans cette configuration avec Malik Monk, et la seconde unit, et qui est très intéressante. Je l'ai vu à plusieurs reprises, là vous l'avez, je vous le mets plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui est très souvent joué de la part des Kings, et à raison. Vous le voyez encore une fois, ce premier pick and roll avec Davion Mitchell qui n'est pas joué, ça va devenir sur Malik Monk. Huerter qui fait semblant de partir dans le corner opposé, mais qui finalement se retourne rapidement pour aller se démarquer dans le corner, pense-t-on. Écran ici de la part de l'intérieur qui va finalement le glisser son écran, hein, slip en anglais. Et du coup, les deux joueurs qui vont aider sur Huerter dans le corner 3, parce que c'est lui qui représente la plus grande menace, et oublier l'intérieur. Et bien sûr, Malik Monk qui se fait une joie de faire ce genre de passe. C'était la palette que je voulais vous montrer. C'est vraiment des actions qu'on retrouve très souvent chez ces Kings-là et qui profitent vraiment de la qualité de shoot de Kevin Huerter pour vraiment élever le plafond offensif de cette équipe. Vous l'aurez compris. Mais tout a pris la place de Richaun Holmes dans la rotation. Effectivement, tu fais très bien de le dire. Et c'est d'ailleurs lui qu'on voit sur les deux actions où, encore une fois, Huerter se dégage dans le corner 3. Et finalement, c'est l'intérieur qui va profiter de sa gravité à 3 points pour rentrer dans la peinture et profiter de la passe de Malik Monk. C'est effectivement lui sur ces deux actions-là en tout cas. Et effectivement, Richaun Holmes a du mal. Faire un début de saison cataclysmique, on peut le dire. Mais effectivement, c'est Metu qui a créé ça. Et moi, je trouve plutôt bien. Alors, je trouve que son apport n'est pas exceptionnel, mais je trouve que pour une seconde unité, au moins, il n'est pas dommageable. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui se tient. Mais c'est effectivement, et tu fais bien de le préciser, une des difficultés, je pense, des Kings pour l'instant, notamment le poste 4. Alors, Harrison Barnes ne fait pas une incroyable saison non plus. Et il y a Keegan Murray. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ton message. Keegan Murray apporte aussi en menace supplémentaire derrière l'arc et bon défenseur. Alors, moi, je trouve que j'aime beaucoup Keegan Murray. J'aime beaucoup son apport, je trouve qu'il est très mature dans son jeu, très bien placé très souvent, que défensivement, le problème c'est que c'est un rookie. Et défensivement, je trouve que c'est irrégulier. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plutôt du bon, et ce qui est très bien, c'est que aussi c'est un rookie, donc du coup, on voit qu'il y a une vraie marge d'amélioration, parce qu'à côté de ça, il y a des erreurs d'inattention, des fautes un peu bêtes, des trucs qui lui sont sifflés aussi, qui sont un peu abusés. Mais bref, tous les problèmes qu'un rookie peut amener sur le terrain, il emmène son lot. Alors, moindre que certains autres, parce qu'il est quand même assez NBA ready, et on sent qu'il y a pas mal de placements ou autres où il est déjà là, il est déjà très efficace sur le shoot. Donc on peut compter sur lui, et je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est quand même bien de le garder dans le 5 majeur, parce que malgré tout, c'est un moindre mal quand même. Et puis parce les Kings peuvent à peu près l'encaisser tant qu'ils jouent comme ça. Mais effectivement, voilà, ça reste un rookie. J'ai regardé qu'un seul match des Kings et que des résumés. Équipe agréable à regarder. C'est vrai, tu fais bien de le dire. Moi, j'ai pris mon pied en regardant les matchs des Kings, franchement. Et ça n'a pas toujours été le cas. Alors du coup, il faut le souligner. C'est une équipe très agréable à regarder offensivement. Vraiment, ça marche très très bien. Puis on reviendra sur l'aspect défensif tout à l'heure. Je vous teasais tout à l'heure
une dernière vidéo, et ça va me permettre de terminer mon point sur cette élévation offensive du plafond des Kings. Et donc de pouvoir parler de leur saison et enfin de conclure sur cette équipe et d'expliquer un peu ce que je pense de ce début de saison, est-ce que ce sera viable pour l'avenir et plein d'autres petites questions bien sûr. On repasse sur la vidéo, je vais vous la faire tourner, c'est pas une palette, hein, je vais vous la refaire tourner un petit peu en boucle et ça va me permettre de vous montrer les deux playmakers mésestimés, méconnus, inattendus surtout, que pourrait être Malik Monk et Kevin Huerter. Alors surtout Malik Monk, qui dans un rôle de seconde unit et en supplément de De'Aaron Fox, se révèle plutôt bon, plutôt compétent, moins pétard que ce qu'on pourrait imaginer, et un petit peu moins scoreur peut-être, mais surtout plus complet, plus playmaker. Vous le voyez là à la passe dans différentes actions, notamment pour Domantas Sabonis, mais aussi pour les shooters autour. Et il y a vraiment quelques pointes en termes d'assists du côté de Malik Monk, et quelques très belles assists également, avec de très beaux décalages. Il y a vraiment de belles choses de ce côté-là. Et tout ça pour vraiment remettre un petit peu l'accent sur l'aspect playmaker secondaire. On attendait beaucoup, j'attendais beaucoup, et je le dis dans la preview d'ailleurs que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube, on attendait beaucoup de De'Aaron Fox et de Domantas Sabonis comme vraiment le duo moteur de cette offense des Kings. Et je me posais la question de savoir si c'était peut-être pas un petit peu limité. Une version un petit peu wish, excusez-moi hein, les gars de le dire, mais de la version de Jamal Murray et Nikola Jokic. Parce que si De'Aaron Fox est peut-être un petit peu meilleur que Jamal Murray, Nikola Jokic surclasse Domantas Sabonis dans tous les aspects du jeu. Et donc forcément, sans comparaison possible, est-ce que ça pouvait être suffisant pour truster un top 10 offense? Et j'en arrive un petit peu à ma conclusion. Peut-être pas, mais là est tout l'intérêt de ces débuts de saison chez les Kings, c'est que il y a deux forces vives à l'arrière dans le backcourt. Kevin Huerter, on l'a vu précédemment, mais aussi Malik Monk en suppléant dans la seconde unit, qui vont pouvoir apporter deux formes d'initiation offensive complémentaires. Alors bien évidemment, ce n'est pas de l'initiation offensive de premier ordre, c'est très loin d'être élite, et ça ne suffira pas si De'Aaron Fox venait à se blesser, c'est évident. Néanmoins, à son relais, à côté de lui, en complémentarité de De'Aaron Fox, c'est très largement viable, et surtout ça élève considérablement le plafond de cette offense, qui du coup trust le haut du tableau, en ce moment, et permet à cette équipe des Kings d'être viable et de réussir à affleurer dans les standings et de gagner des matchs. Bonsoir Norufless, bienvenue à toi, j'espère que je prononce bien ton pseudo, merci pour ton follow, n'hésite pas bien évidemment à partager avec nous dans le chat. On finit sur l'analyse de ces Sacramento Kings et leur très bon début de saison. Est-ce que tu es fan d'ailleurs des Kings ou du Jazz? Dis-le nous dans le chat, comme ça je pourrais un petit peu te relancer potentiellement sur l'une des deux franchises ou sur une autre si tu venais à venir sur d'autres lives. Bien sûr, Darius Galanten, Matt qui nous dit Sabonis, le problème reste les Fouls Trouble. Ce qui est paradoxal parce que Foul Trouble est aussi le plafond défensif de Sabonis qui est très faible, et on y vient un petit peu à cette défense. La défense peut-être pour contrebalancer le positif. On sait que c'est la difficulté du côté de ces Kings depuis très longtemps. Et je le disais, je vous le renvoie encore une fois à la preview qu'on a pu faire bien sûr sur YouTube. Et pour tous ceux dans le chat qui ne nous suivraient pas sur YouTube, je vous envoie la commande bien sûr pour que vous puissiez retrouver toute notre chaîne avec tous nos formats, mais aussi nos previews qu'on avait fait en début d'année. Dans notre preview sur les Kings, on le disait très clairement, le roster n'est pas construit pour être bon défensivement. C'est assez peu viable de toute façon. Les Kings galéreront à être plus que moyens sur ce côté-là du terrain. Néanmoins, tout l'intérêt, c'était de réussir à se dire, s'ils réussissent à être top 10 offense, voire top 5 offense, rêvons. On peut rêver maintenant qu'on voit les développements de Kevin Huerter, de Malik Monk, et avec un niveau All-Star de De'Aaron Fox peut-être sur toute la saison, ça pourrait peut-être s'envisager, peut-être. Je pense que c'est difficile, mais pourquoi pas. Dans ce cas-là,
peu importe qu'il soit top 5 défense, qui ne puisse pas être, top 5 defense, puisqu'il suffirait d'être top 15 dans la moyenne de la ligue pour finalement obtenir un très bon night rating, gagner des matchs et pouvoir rêver de play-in, de play-off, ce qui est, on ne se le cache pas, hein, l'objectif final là pour l'instant de cette saison pour les fans des Kings et pour les Kings tout entiers. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je pense que, voilà, il faut... Défensivement, est-ce qu'on arrivera à être dans la moyenne de la ligue pour ces Kings-là? Voilà, là est toute la question. Et à quel point on aura de la marge selon à quel point on est très bon ou bon seulement offensivement. Il y a des espoirs pour être très bon offensivement. Défensivement, j'ai trouvé qu'il y avait des efforts. Et c'est déjà une première chose, parce qu'on a vu les Kings les saisons précédentes ne vraiment pas faire d'efforts. Là, il y a des efforts, c'est déjà ça de gagner. Maintenant, c'est vrai que clairement, c'est un petit peu chaotique, très clairement, défensivement, même en faisant les efforts. Les close-outs sont souvent un petit peu trop agressifs, et donc du coup, ça laisse la place aux shooters pour pouvoir driver. Il y a des sauts dans des feintes qui sont, trop, ça saute un petit peu trop. Et puis, il n'y a pas de protection d'arceau, il n'y aura pas de protection d'arceau de toute façon. Donc, c'est compliqué, il faut jouer sur les rotations. Tout le monde n'est pas parfaitement discipliné. Il y a des efforts. Mike Brown est un coach défensif. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai vu notamment des surcharges du côté du porteur du ballon, notamment par exemple face aux Lakers qui ciblaient Anthony Davis de ce côté-là pour éviter son drive face notamment à Sabonis qui a du mal sur le déplacement latéral. Il y a des petites idées comme ça qui sont mises en place. Le personnel n'est pas forcément le meilleur pour pouvoir tout suivre en termes de discipline sur ces idées-là, mais on peut peut-être envisager, voilà, de réussir à accrocher ce top 15 defense, et voilà, soyons un petit peu optimistes pour ce début de saison des Kings. Il y a du boulot qui est fait, et ça se voit, et peut-être qu'enfin, ça pourrait permettre aux Kings d'accrocher ces playoffs. Les Kings qui n'ont pas accroché les playoffs depuis 16 ans, il me semble, à vérifier, mais c'est ce que j'ai cru entreapercevoir, ce qui est un record d'ailleurs dans le sport US. Ce serait peut-être enfin la fin de cette mauvaise série. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Aux fans des Kings, en tout cas, ça c'était pour les Kings. J'espère que ces vidéos et cette palette vous aura indiqué un petit peu ce qu'il pouvait y avoir à savoir pour ces Kings-là. Je vous renvoie encore une fois au très bon podcast de la team Dunk Hebdo, le podcast de cette semaine en plus. C'est signé Ben et Tom qu'on salue chaleureusement, bien évidemment comme d'habitude. Ils ont consacré une bonne partie de leur émission, la moitié de leur émission de la semaine aux Blazers, oui, mais aussi aux Kings. Et donc, si vous voulez un point de vue un petit peu plus exhaustif et sur les choses qu'on n'aurait pas forcément traitées ici, notamment ça parle du poste 4 qui fait défaut un petit peu à ces Kings en ce moment, eh bien, je vous renvoie à leur podcast. C'est disponible sur YouTube, mais bien évidemment sur toutes les autres plateformes d'écoute.